Monsieur le Président, cher Hakim, Mesdames, Messieurs, mes consoeurs et mes confrères, mes collègues universitaires, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je vais commencer par rappeler la base essentielle de ce qui fait notre République solidaire et au-delà ce qui stabilise, ce qui consolide la communauté mondiale. Les droits de l'homme et du citoyen de 1789 indiquent que tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. Et en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU reprendra cela en le modifiant, en l'enrichissant un peu. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Ce doit être l'élément fondateur de notre réflexion sur les citoyennes et les citoyens, les femmes et les hommes handicapés, les personnes handicapées. Puisque, cela va de soi, ces personnes sont incluses dans ces deux déclarations fondatrices. Cette égalité de dignité et de droit avec laquelle on naît et avec laquelle on demeure vaut sans préjudice du sexe, du genre, de l'ethnie, de l'état de fortune ou bien du degré de validité. Et par conséquent, tout à fait naturellement, inclut parmi toutes ces personnes celles qui sont les moins valides. C'est d'ailleurs autour de l'idée de ce caractère essentiel de la citoyenneté de ces personnes moins valides, de ces personnes handicapées, et plus généralement de toutes les personnes qui ont besoin qu'on leur tende une main secourable pour pouvoir accéder pleinement aux attributs de leur citoyenneté, que se construit une idée de société. Une société n'est pas uniquement une communauté de personnes, c'est aussi cela, mais pas uniquement, de personnes qui arrangent entre elles les conditions de l'exercice de leur profession, de la poursuite de leurs intérêts, de l'accès à leurs plaisirs. Ce n'est pas uniquement cela. Une société est justifiée, se crée à partir du moment où elle est capable de proposer à ceux qui en ont besoin, parmi les siens, une aide. La notion du soin apporté à ceux qui le demandent est une notion constitutrice de société. Dans cet état d'esprit, toutes ces personnes en situation de fragilité, qui ont besoin qu'on les aide, représentent naturellement une charge, l'aide financière, humaine, qui va leur être proposée. Mais avant que de représenter une charge, représente un lien constitutif de société. C'est par la capacité de se mobiliser pour permettre à ces personnes d'être des citoyennes et des citoyens comme les autres que se construit fondamentalement un problème de société. Et voyez-vous, cette notion de ce qui fait société, de ce qui la consolide, est aujourd'hui, dans ces moments difficiles que nous vivons dans le monde et en particulier en France,
où on a l'impression que la société se détricote, se défait, est vraiment fondamentale. À un moment donné, la capacité de dépasser les différences d'objectifs, les différences d'intérêts, de surmonter les haines pour ensemble faire ce qui doit être fait dans l'aide à ceux qui en ont besoin parmi nos sœurs et parmi nos frères, les personnes les moins valides. Cet élément-là consolide un tissu social et peut-être prend une acuité, une valeur particulière dans ces moments extrêmement difficiles que nous vivons à l'heure actuelle. Au titre de cette évidence rappelée, la loi de février 2005, la loi pour l'égalité des chances et des droits, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, doit être considérée comme une des plus grandes lois de la République. Plus grande loi de la République parce qu'elle dit l'essentiel. Elle dit en peu de mots, elle dit dans l'intitulé d'une loi ce dont j'ai tâché de vous convaincre dans mon introduction. Ce sont des citoyennes et des citoyens. L'égalité de leurs chances et de leurs droits va de soi. Elles doivent participer, on dit aujourd'hui, elles doivent être incluses afin de participer à l'éventail de ce qu'offre la citoyenneté, mais par rapport à d'autres, elles rencontrent plus d'obstacles pour cela. Aucun d'entre nous ne peut faire tout ce qu'il veut. Nous ne pouvons voler comme les oiseaux, nous ne pouvons rester des heures sous l'eau comme les cétacés, pour prendre un mammifère. Nous ne pouvons courir aussi vite qu'un guépard. Mais parmi nous, il y a des personnes qui sont encore beaucoup plus en difficulté que les autres pour entendre, voir, interpréter, apprendre, se déplacer. Ces personnes sont handicapées et immédiatement, alors que j'ai dit ces personnes sont handicapées, je pourrais vous voir sursauter. Mais comment ? Axel Kahn, le président de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, ne dit pas comme tout le monde dit et dit qu'il faut dire personnes en situation de handicap, il dit personnes handicapées. Oui, je dis personnes handicapées. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai abandonné totalement la désignation de personnes en situation de handicap. D'ailleurs, en m'appuyant sur l'illustration de la journée de demain ou d'après-demain, je ne me le rappelle plus, qui vous a été présentée par Philippe Pudlot. Demain ou après-demain, les étudiants valides seront mis dans des situations particulières qui seront des situations de handicap. Les personnes valides ne verront pas et elles seront très handicapées de ne pas voir. Les personnes bien entendantes sauront entendre et elles seront très handicapées de ne savoir entendre. Peut-être mettra-t-on un lien à leurs jambes ou à leurs bras, que sais-je. Peut-être pourra-t-on immobiliser une main derrière le dos et elles seront très handicapées. Elles seront en situation de handicap. Cela étant dit, après que la journée se sera écoulée, la lumière reviendra, on enlèvera les boulettes de cire de leurs oreilles, on dénouera les liens qui les entravent, et alors, elles entendront, elles verront, elles marcheront. Mais il y a des personnes qui, dans la société la plus inclusive du monde, continueront de ne pas voir, continueront
de mal se déplacer, continueront d'avoir de la difficulté à comprendre. Ces personnes, qui sont des citoyennes et des citoyens, vivront avec ce handicap. L'appellation « les personnes en situation de handicap » établit une confusion, à mon avis regrettable, entre ces deux types de situations de handicap. L'un qui est, à la limite, réductible en modifiant l'environnement, et l'autre qui est en partie réductible en modifiant l'environnement, et pourtant, parce que ce sont des citoyennes et des citoyens avec lesquels il faut vivre. Et c'est ça la caractéristique de l'aide que l'on apporte aux personnes handicapées. Il y a différentes sortes de handicap. Dans une société machiste, d'être une femme est handicapant. Dans une société raciste, faire partie d'une minorité visible est handicapant. Mais bien entendu, si ces situations de handicap se modifient, dans une société qui a abandonné tout sexisme et tout racisme, il n'y a plus là aucun handicap. Tel n'est point le cas pour les personnes sur lesquelles se concentre mon propos, qui sont des personnes avec lesquelles nous devons cheminer, et elles doivent cheminer avec ce handicap qui persistera. Alors, pour quelle raison a-t-on avancé cette notion de la situation de handicap? Pour une très bonne raison, en réalité, même si, en y réfléchissant, je pense que le terme doit être abandonné. La très bonne raison, c'est que parmi les handicaps des personnes handicapées, il y a le regard handicapant de la société sur elles. Et l'on s'est avisé que si l'on améliorait l'accès des bâtiments publics et même des bâtiments privés aux personnes en fauteuil, si par différents dispositifs on permettait aux personnes malvoyantes de se repérer par différents types de bornes, de systèmes électroniques, de mains secourables, si on les incluait totalement dans le travail sans aucune discrimination, alors en tout cas ce surcroît de handicap lié à la société sera atténué. Il n'empêche que, comme je vous l'ai dit, dans la société la plus inclusive, il y a des personnes qui sont valides et des personnes qui le sont moins et qui le resteront moins. Je l'ai vécu cela de manière exaltée et douloureuse lors de ma deuxième traversée pédestre de la France. J'ai marché toute ma vie, mais en particulier tardivement, après que j'ai décidé de ne pas me représenter pour un deuxième mandat de président d'université. J'ai donc traversé 2 fois 2000 km à pied le pays, et la deuxième année de la Pointe-du-Rhin à Menton. J'étais à Redon ce jour-là, et une équipe de télévision devait, sur les bords du canal de Nantes à Brest, devait m'interviewer. L'étape avait été très fatigante, extrêmement fatigante, 42-43 km, et j'avais omis le soir de faire ce que je fais habituellement, c'était ce que je faisais en tout cas lors de cette traversée, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur mon blog, envoyer des photos et publier un texte relatant mes analyses, mes impressions de la journée. Un excellent ami qui était le président de l'APF, l'Association des paralysies de France, il est malheureusement décédé depuis, m'a envoyé le soir même un mail indigné. Mais Axel, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, tous les soirs, j'attends ton texte. Tu nous as oubliés, rien n'est venu.
Tu sais, Axel, évidemment, moi je ne peux pas faire ce que tu fais. Mais je le fais avec toi, je le fais grâce à toi. Tu marches pour nous, Axel. Nous sommes avec toi. Et alors, je me suis rendu compte, malgré la fatigue que j'avais, de ce lien de fraternité extraordinaire. Certes, j'étais fatigué, j'étais là, mais il y avait des sœurs et des frères qui ne pouvaient pas marcher comme je marchais, qui ne pouvaient pas lire les cartes comme je les lisais, qui n'auraient pas pu préparer le voyage comme je l'avais préparé, qui ne pouvaient profiter de tous les bruits du chemin, de l'eau qui s'écoule, aussi bien que des oiseaux ou des vents dans les feuilles, comme je le faisais. Ces personnes étaient handicapées. Et elles étaient mes sœurs et mes frères. Et là, je marchais également pour elles. Bien entendu, lorsque face à ces personnes handicapées, et on est au cœur d'une des missions et d'une des priorités de votre université et de ce laboratoire, il est possible pratiquement de supprimer par des mesures mécaniques ou biologiques adaptées le handicap. C'est formidable. Et dans ce domaine-là, nous ne doutons pas que des grands progrès vont être faits. En particulier, les progrès considérables dans les interfaces cerveau, microélectronique, robot permettent, chez des personnes qui ont été amputées de membres, d'envisager dans un avenir plus ou moins proche des prothèses comme aujourd'hui, mais des prothèses finement articulées par la volonté. Chez des personnes qui souffrent de paralysie, des exosquelettes, de la même manière, permettant de reconférer la marche, alimentés par la volonté, gouvernés par la volonté. Depuis très longtemps, les personnes qui sont sourdes et malentendantes peuvent être équipées de dispositifs aussitôt que possible. En parallèle avec la langue des signes, qui a tout son domaine également et toute sa richesse particulière. On n'en est pas encore à permettre de remplacer les yeux qui ont perdu leur fonction par des dispositifs photosensibles permettant aux aveugles, aux malvoyants de revoir, mais on fait des progrès. Les premiers équipements ont été effectivement déposés. Et ces personnes reconnaissent les formes, arrivent à marcher. Je suis sûr que dans 10 ou 20 ans, on pourra, comme on équipe aujourd'hui de prothèses auditives, les sourds et les malentendants, on pourra permettre aux malvoyants de retrouver la vue. Donc, cette action primaire à laquelle, dans vos laboratoires de recherche, vous participez, cette action primaire, elle a toute sa validité. Mais même dans ce cas-là, et même si les progrès étaient encore plus rapidement que je ne pense qu'ils seront, dépassaient mes espérances, même s'il n'y avait pas d'obstacle économique, problème redoutable quand même, pour que profitent de ces dispositifs tous ceux qui auraient bénéfice à en profiter, il n'empêche. Il y aura des gens plus valides que d'autres, et donc il y aura des gens qui seront plus handicapés que d'autres, naturellement. Et il faudra qu'on continue à vivre dans ces conditions-là. Alors, compte tenu de cela, de cet objectif, je pense que vous en êtes convaincus, comment concevoir une société vraiment inclusive? Pourquoi disais-je société vraiment inclusive? C'est que dans le domaine du handicap comme dans d'autres domaines, on n'évite pas toujours la banalité de l'utilisation des termes auxquels on a perdu l'habitude de donner un sens précis. Et si vous êtes dans l'une des innombrables conférences sur le handicap et les personnes handicapées, alors, à longueur de conférences, vous entendrez parler
de personnes en situation de handicap, de société inclusive, et différents items. Mais au-delà des items, j'aimerais que l'on gratte un peu et que l'on indique ce dont il s'agit véritablement. Je l'ai fait à propos de la situation de handicap ou de la personne handicapée. Voyons maintenant ce que j'entends vraiment par la société inclusive. Je vais partir de ce que j'ai commencé d'aborder, c'est-à-dire l'amélioration de l'inclusion par la modification du regard de l'autre, de telle sorte qu'il ne soit pas un regard de rejet, mais qu'il soit un regard bienveillant et un regard qui inclut, un regard qui apaise, un regard qui aide. Il y a de ce point de vue-là plusieurs obstacles à surmonter. Le premier obstacle, il va de soi, mais ça va sans dire, mieux en le disant, c'est tout regard stigmatisant. C'est pas la peine d'en discuter. Mais parfois, il y a des regards qui sont aussi dangereux, aussi douloureux à supporter que des regards stigmatisants. Des regards exagérément charitables. Ah, regardez les pauvres gens. Ah, ces pauvres gens. Et immédiatement s'engager, des trémolos dans la voix, dans le pathos, sur le malheur. Les personnes handicapées veulent vivre et être heureuses. Elles ne veulent pas qu'on les plaigne, elles veulent qu'on les aide. Et les plaindre, ça n'est pas les aider. Elles sont telles qu'elles sont, et quand je parle de personnes handicapées, c'est évidemment très anormalement globalisant. Car une personne qui est malvoyante n'est pas du tout handicapée, ni pour entendre, ni pour réaliser un nombre de tâches extraordinaires, et on sait le nombre de tâches que les aveugles, les malvoyants, arrivent à réaliser, y compris dans l'entreprise, dans les standards, les réponses, ou alors dans les soins corporels, les kinésithérapeutes, la psychologie, parfois même en arrivant à dicter la création artistique. La personne malvoyante, elle ne voit pas, mais elle n'est pas handicapée pour le reste. De la même manière, la personne sourde, elle n'entend pas, mais elle est nullement handicapée pour le reste. Il y a même des handicaps qui confèrent, au moins pour les entrepreneurs, comme un certain avantage. Les entrepreneurs aiment bien des fois, je dois dire, des travailleurs postés malentendants, parce qu'ils se laissent moins distraire. Ou bien, de la même manière, dans les standards, des personnes malvoyantes ont des qualités remarquables. Mais ça, c'est évidemment à double sens. Il y a plusieurs manières de le prendre. On sait également que chez les personnes qui souffrent de troubles invasifs du développement, ce que l'on appelle les troubles du spectre autistique, il y a les personnes autistiques à haut potentiel, les autismes du type Asperger, qui sont des personnes dont la capacité de concentration est remarquable. Et ils en souffrent. C'est un des éléments qui rend difficile l'échange, la socialisation. En revanche, les sociétés savent que parmi eux, il y a parmi les plus remarquables informaticiens qui soient. Et ils sont extrêmement prisés pour occuper des postes à ce niveau-là. Donc, le regard sur la personne handicapée doit être un regard sur une personne en tant que telle, qui a des caractéristiques, mais chacun d'entre nous avons des caractéristiques. Il doit s'efforcer d'éviter le schématisme. Il doit également, de la part des personnes valides, il doit s'efforcer de surmonter une timidité
une culpabilité. J'ai été très frappé, c'est classique, par un drame épouvantable qui vient de se passer, décalé, après le drame de la tuerie de Parkland aux États-Unis. 2 des survivants de ce massacre dans une école, où je crois 17 de leurs camarades ont été tués par un jeune muni d'une arme, ont développé une telle culpabilité d'être survivants qu'ils se sont suicidés. La culpabilité d'être survivant ou la culpabilité d'être valide, confronté à des personnes qui le sont moins, à des personnes handicapées, peut être psychologiquement extraordinairement difficile à supporter. Et certaines personnes, assez nombreuses d'ailleurs, pour éviter cette culpabilité, cette gêne, ce malaise, vont avoir tendance à rester à l'écart, à ne pas s'en approcher. Carib et Scylla. Carib s'approchait de la personne handicapée et l'infantiliser. Demander aux malvoyants « Alors, comment ça va? Ce matin, vous allez bien ?» avec le ton très doux que l'on prend pour un enfant. Et puis l'autre « Moi je vois bien, il voit mal, c'est gênant, comment je vais pouvoir me comporter, quelle sera la bonne attitude ?» Et donc, rester à l'écart. La personne handicapée est une personne. La personne blanche est une personne, la personne noire est une personne, la personne masculine est une personne, la personne féminine est une personne, la personne handicapée est une personne. Le qualificatif, en aucun cas, ne résume la qualité de la personne. Voilà quel est l'élément totalement fondamental. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, d'un point de vue sémantique, autant j'ai dit les hésitations que j'avais à utiliser le terme de la personne en situation de handicap, autant naturellement, mais ça nous ne le faisons plus. Il faut totalement proscrire les handicapés. La personne prostituée, mais pas les prostituées. La personne noire, mais pas le noir ou le nègre. Voilà, évidemment. Ce qui est important, avant tout, c'est que c'est une personne avec une caractéristique qui est particulière ici quant au domaine de la validité. La société inclusive, c'est naturellement, j'y ai déjà fait allusion, une société qui arrive à inclure dans toutes les conditions de vie et aussi inclure à l'école, inclure dans l'entreprise. On a fêté, ou c'est cette semaine, une semaine sur l'emploi des personnes handicapées. C'est un objectif absolument considérable. Nous savons très bien qu'il existe des lois, des quotas d'emploi de personnes handicapées. Je ne sais pas comment l'université des Hauts-de-France, Polytechnique des Hauts-de-France se situe par rapport aux 6% d'emploi de personnes handicapées. J'espère qu'elle se situe bien. Il y a des personnes qui nous rappellent à l'ordre. Mais c'est un point qui est évidemment tout à fait important et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais autour de cette notion, je voudrais immédiatement en évoquer une autre. Un des arguments que l'on met en avant pour indiquer aux entreprises ou aux administrations ou aux services publics qu'ils doivent se conformer à la loi et qu'il y a une pénalité financière s'ils ne se conforment pas à la loi, c'est que les personnes handicapées sont performantes. Et je vous en ai donné des exemples. C'est vrai, elles sont performantes. Cela étant dit, elles ne le sont pas toutes. Toutes les personnes handicapées, quelle que soit la hauteur de leur handicap, sont des personnes. Toutes ces personnes handicapées qui sont des personnes, des citoyennes et des citoyens, ne sont pas des citoyens performants.
Et pourtant, ils n'en sont pas moins des citoyens. Il y a de ce point de vue-là un excellent essai d'Alexandre Jolien, qui lui-même a un handicap sévère et qui est un philosophe suisse, qui est un appel désespéré pour le droit à la non-performance, le droit à la fragilité. Oui, dit-il, je suis moins performant qu'un autre. Oui, dit-il, je suis plus fragile qu'un autre. Oui, dit-il, je suis plus fatigable qu'un autre. Pour autant, suis-je moins qu'un autre? Et il faut faire très attention dans tout ce que nous consentons comme effort pour vanter la performance et donc l'employabilité des personnes handicapées, de ne pas laisser sur la touche celles de nos sœurs, ceux de nos frères souffrant d'un handicap qui, objectivement, ne sont pas performants et n'en sont pas moins des personnes. D'ailleurs, c'est d'autant plus important, et je vais revenir à la notion de ce qui fait société quand on prend soin, que parfois, il convient d'avancer à côté, au-dessus peut-être, de la performance individuelle, la performance collective que confère à un groupe, la mobilisation d'un groupe pour aider une personne, un employé, un collaborateur non performant. L'entreprise, l'université, sans doute, cela mérite d'être évalué, dans certains cas, a tout à gagner à créer un esprit de fraternité, un esprit d'engagement, de solidarité, arrivant à faire lien, un des éléments absolument essentiels dans la nouvelle conception du management des entreprises. On a, durant une certaine période, il y a 15-20 ans de cela, focalisé sur l'individualisation de l'évaluation des performances. On le fait toujours un peu, mais moins qu'on le faisait. La période où l'on mettait en concurrence chacun avec chacun a eu des résultats en partie catastrophiques et on en est revenu. Et aujourd'hui, on cherche au contraire des stages de socialisation, ce qui permet de faire corps, de faire lien. Eh bien, mesdames et messieurs, quand on se mobilise pour aider l'un de ses collègues, l'une de ses consoeurs handicapées, ça fait lien. Et il peut s'en suivre une amélioration importante des performances de l'entreprise. On est à l'université, le problème de la performance à l'école, à l'université, est évidemment totalement posé, et cela me permet d'aborder une question supplémentaire en mixant ce que j'ai dit de l'emploi et également de l'école et de l'université, qui est les conditions, lorsqu'une personne n'est pas performante, individuellement, les conditions pour lui permettre d'accéder à sa pleine citoyenneté, à l'égalité de ses chances et des droits. Si Hakim, mon voisin, est handicapé gravement, éventuellement il pourra parvenir à réaliser énormément de choses, à être l'acteur de sa vie, à la condition que je l'accompagne. Le terme fondamental est celui de l'accompagnement. En se rappelant ce qu'est l'étymologie d'accompagnement. Accompagnement, ça vient de companere, manger le pain avec. Mon compagnon n'est pas celui sur lequel j'ai une tutelle, que je dirige, que je guide. Ma compagne, mon compagnon, je marche avec elle. Je déjeune et dîne avec elle. Ayant rompu le pain, je partage le pain avec elle, avec lui. Accompagner est une condition lorsque cela est nécessaire pour que ces personnes accèdent à l'égalité de leurs chances et de leurs droits, en arrivant à se défaire
de tout sentiment de supériorité. On est dans une profonde égalité de dignité, de devoirs et de droits. La seule différence est la différence du niveau de validité. Et bien, naturellement, le plus valide, il aide le moins valide. À assumer, par ailleurs, la profonde égalité, comme on aide une compagne et un compagnon. Cela se manifeste naturellement chez les étudiants. Depuis longtemps, dans la charte 2012, le tutorat étudiant pour des étudiants handicapés s'est beaucoup développé. À l'école, ça prend différentes formes. À la limite, ça prend la forme des assistantes de vie scolaire. Et cela permet, grâce à l'accompagnement, je l'ai dit, dans des cas plus difficiles, ça permet une vraie inclusion en milieu ouvert. Mais là encore, il faut systématiquement se garder de tout schématisme de la pensée. Il est des situations où la scolarisation en milieu ouvert, en classe ordinaire, même avec un assistant, une assistante de vie scolaire, d'un enfant, promet de laisser l'enfant dans un coin, à l'écart, et équivaudra alors à une vraie maltraitance. Il est des situations où, même avec la plus grande solidarité des collègues de travail, le travail en entreprise ordinaire est impossible. Alors, dans ces situations-là, la reconnaissance de la nécessité de mettre en œuvre ce qui est le mieux adapté à l'épanouissement de la personne malgré les limites à sa validité, ce sont les circuits d'enseignement spécialisé, les circuits médico-sociaux, médico-psychologiques, ce sont les ESAT, les ateliers protégés. Essayez de le réserver au cas où on ne peut pas faire autrement, mais ne pas hésiter naturellement à le faire. Ce qu'il faut éviter, compte tenu du fait que ces personnes ont le droit à exprimer leur fragilité, c'est les mettre dans une situation telle où, de toute façon, sa fragilité les amènera à être en danger psychologiquement, parfois même à être en danger physiquement. La société inclusive, c'est également la société où l'on va éviter à tout prix ce qui s'apparente à une double peine. J'y ai déjà fait allusion. Il est très handicapant dans la société d'être mal éduqué. C'est terrible d'avoir un niveau scolaire très bas. C'est terrible quand on le voudrait de ne pouvoir faire des études. Et tout ce que j'ai dit à propos de l'effort pour la scolarisation des personnes handicapées, pour la poursuite des études, le mieux possible des étudiants handicapés, vaut totalement. Mais l'évitement de la double peine ne vaut pas simplement pour cela. Cela vaut également, et la FIRA est en train de consentir un effort en collaboration avec la Croix-Rouge sur ce domaine, c'est le cas également du très grand handicap. Malheureusement, dans notre société, nous le savons, il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent à la rue. Près d'un tiers à 40% de ces personnes ont un handicap psychique et un certain pourcentage, 10-15%, ont différents handicaps sensoriels ou moteurs. Il existe malgré tout des efforts importants de fait de recensement des personnes à la rue, de mobilisation, de proposition de différentes solutions auxquelles les personnes handicapées ont moins accès que les autres. La double peine. Non seulement ils ont le handicap considérable de la pauvreté extrême, mais en plus,
Ils ont le handicap de ce que leur handicap les empêche d'être secourus comme sont secourus les autres. Double peine. Lorsque la personne handicapée, gravement handicapée, et même moins, se trouve affectée par une maladie ordinaire, elle s'est cassé un membre, elle a une occlusion intestinale, elle a un cancer, et qu'elle doit accéder à des soins, alors l'accès aux soins de ces personnes handicapées est très souvent de bien moins bonne qualité que l'accès aux soins des personnes valides. Pour toutes les raisons que je vous ai dites, déjà. Le personnel soignant est mal formé à recevoir des personnes malades et, par ailleurs, handicapées. Ayant une certaine tendance à considérer, mais ça n'est pas notre travail. Ce sont des personnes handicapées. Nous, ce n'est pas ça qu'on a appris. Ou alors de grandes maladresses, de grandes gênes, ou alors d'incompréhension de ce que l'accompagnement comporte. Lorsque, aux urgences de l'hôpital, dans une salle d'examen, la personne qui est accompagnée habituellement, un infirme moteur cérébral, qui est accompagné par un aidant familial ou professionnel, aidant qui se voit dire « Ah, madame, monsieur, on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, sortez ». Il laisse alors la personne qui l'accompagne dans une situation d'incroyable vulnérabilité. L'être social, qui arrive le mieux à surmonter son handicap, est un peu cet être hybride entre la personne handicapée et son accompagnant ou son accompagnante. Et il faut le considérer et le prendre comme tel. Double peine également, le vieillissement des personnes handicapées. Pour toutes les raisons du monde. Assez souvent, quand il s'agit d'un handicap constitutionnel, une infirmité motrice cérébrale par exemple, un handicap psychique, les aidants de ces personnes handicapées sont des aidants familiaux, les parents, le plus naturellement. Or, quand les personnes handicapées vieillissent, les parents ont vieilli d'abord. Et il y a un moment où elles ne peuvent plus aider. Il y a un moment où elles ne sont plus là. Et alors c'est tragique. Cette personne handicapée qui a connu la vie comme elle le pouvait dans la meilleure des situations, d'un seul coup, se trouve destinée à une institutionnalisation, un placement en institution obligatoire, à laquelle elle n'est nullement préparée psychologiquement et qui peut lui être fatale. Et donc, savoir prévoir cela, c'est lorsque les parents vieillissent, créer des maisons de retraite mixtes pour les aidants et la personne handicapée, faire en sorte que, à mesure que les aidants familiaux vieillissent, il y ait des aidants autres qui se substituent progressivement, de telle sorte que la transition se fasse un peu, vous le voyez, de cette sorte. Par ailleurs, encore un mot sur la double peine, les personnes handicapées qui vieillissent voient leur handicap souvent s'aggraver, parce qu'elles deviennent souvent obèses. L'obésité est handicapante. Les personnes handicapées qui bougent moins qu'une autre grossissent plus que les autres. Et une personne âgée, obèse et handicapée connaît la triple ou double ou triple peine, en réalité. Ce se rajoute parfois une insuffisance respiratoire. Dans les handicaps moteurs, s'y suragit des ankyloses, des raideurs. Il faut savoir que le vieillissement des personnes handicapées est plus handicapant encore
que ne l'est le vieillissement des personnes valides. Et donc, c'est là aussi une des grandes priorités des actions que nous menons, notamment à l'AFIRA et ailleurs, en faveur des personnes handicapées. Le dernier point sur lequel j'insisterai est celui des personnes qui, si on n'y prend pas garde, risquent d'être, voire même sont, en réalité, gravement handicapées par leur générosité à aider des personnes handicapées. Vis-à-vis des aidants, le handicap est quasiment épidémique, contagieux. Je veux dire par là que la générosité de parents aidants peut les amener à sacrifier leur vie personnelle, leur vie sentimentale, à dégrader les conditions de leur vie professionnelle, à dégrader les conditions de leur départ à la retraite, de telle sorte que non seulement leur générosité n'a aucune reconnaissance, mais encore est un fardeau qu'elles finissent par ne plus pouvoir supporter. Aider les aidants est une urgence absolue. Aider les aidants est fondamental pour une raison que j'ai évoquée. Il existe deux cadres pour venir en aide aux personnes handicapées. Il y a le milieu ouvert, grâce aux aidants, parfois, et il y a l'institution. Tous les arguments montrent que chaque fois que l'on peut éviter de mettre une personne handicapée en institution, ça vaut mieux. D'abord, ça vaut mieux économiquement. Le prix d'une institutionnalisation est considérablement plus cher que le prix d'une aide à des personnes avec un réseau d'aidants en milieu ouvert, et ça vaut mieux d'un point de vue psychologique pour la personne handicapée. Je veux dire, il ne faut pas refuser évidemment l'institution, il y a des cas où c'est la seule possibilité, mais il n'empêche qu'il y a un très fort courant, pour des raisons bassement matérielles, mais aussi pour des raisons médicales, psychologiques, etc., pour désinstitutionnaliser autant que l'on peut le handicap. C'est vrai également pour les personnes âgées, en l'occurrence. Faire en sorte que l'EHPAD soit une solution de dernier recours, en quelque sorte. Et par conséquent, pour accompagner cette désinstitutionnalisation, il y faut une augmentation du nombre d'aidants. Le nombre d'aidants est déjà considérable. Il existe, les chiffres varient, mais sans doute 6 à 7 millions d'aidants dans ce pays. D'aidants bénévoles. 6 à 7 millions. S'il n'existait pas, nos sociétés s'écrouleraient. Mais si on n'y prend pas garde, compte tenu de l'évolution, c'est un pan de notre société qui risque de s'écrouler, le pan de société formé par ces personnes aidantes. Une attention extrême doit être apportée de telle sorte qu'il soit possible de concilier l'engagement, la générosité et l'épanouissement dans sa vie personnelle et professionnelle. Là réside encore l'une des priorités. Voilà, cher Hakim, mes chers collègues, mesdames, messieurs, étudiantes, étudiants, le regard que j'aimerais vous faire partager sur nos sœurs et nos frères qui n'ont pas notre niveau de validité. La société est naturellement garante des efforts que l'on fait les concernant. Je dis souvent, je fais ce rapprochement. Lénine, avant la révolution de 1917, a dit un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Pour paraphraser, je dirais une société qui en a les moyens, mais qui n'aide pas les personnes handicapées, ses citoyennes et ses citoyens moins valides que les autres, à accéder à leur citoyenneté, devient injustifiée en tant que société. Mais cette société n'est pas étrangère aux femmes et aux hommes qui la composent.
Vous êtes, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes toutes et tous membres de cette société. Vous ne pouvez en aucun cas vous défausser simplement de votre définition de la vie bonne dont on a parlé, de l'action correcte, sur la société qui doit prendre en charge. C'est son job. Non, c'est votre job aussi. Ça l'est à chacune et à chacun d'entre vous. C'est ça la condition d'une société fraternelle et unie. Qu'est-ce qu'on en a besoin ? La fraternité, tant au niveau public que privé, je la croise très très peu. Je m'explique. En 2005, la loi structurante de Jacques Chirac, qui avait un enfant handicapé, comme vous le savez, a effectivement brisé des tabous qui existaient depuis 30-40 ans, mais néanmoins elle était trop généreuse, trop souple. Je veux dire par là qu'elle a laissé 10 ans, par exemple, pour l'accessibilité, parce que le sujet du jour c'est la société inclusive. Elle a laissé 10 ans aux ERP, établissements recevant du public, pour s'affranchir des règles d'accessibilité. Donc c'était 2005, donc 2015. Un rapport sénatorial de septembre-octobre 2014 a constaté qu'il y avait à peu près 25% d'établissements qui étaient en capacité de le faire. Donc on a été trop sympathique. Globalement, elle aurait dû, dès 2005, donner un maximum de 3 ans. Ce qui s'est passé en 2014. En 2015, on a laissé 3 ans aux collectivités locales qui avaient toujours une bonne raison de ne pas inclure dans leur budget une fraction de budget dans l'accessibilité des bâtiments publics. C'est toujours comme ça qu'on passe, enfin, les personnes handicapées passent après les autres sujets. Et donc, en ce sens-là, elle a été trop souple. Et on voit aussi encore aujourd'hui, par exemple, pour l'apprentissage des personnes handicapées, enfin, dans des collectivités publiques, des discours du style, par des maires du 26 mois, donc je vous parle de la réflexion sur le terrain entendu, ah non, le temps de tutelle d'un apprenti, que ce soit d'ailleurs personne handicapée ou pas, c'est du temps pris du service au public. Donc avec ce type de raisonnement, on n'avance pas beaucoup. Donc ma question c'est, est-ce que la société est-elle assez mature pour se priver de lois très directives sur le sujet pour permettre une meilleure inclusion? Alors, je regrette autant que vous les insuffisances que vous avez relevées. La limitation de l'accessibilité, les attitudes, il faut bien reconnaître, conservatrices, égoïstes, aussi bien dans les administrations, dans les collectivités territoriales que dans l'entreprise. Il n'empêche que cela n'enlève rien à l'importance de la loi de 2005. Ce que je veux dire par là, c'est que pour n'importe quel processus, certes, avoir par un intitulé pratiquement gravé dans le marbre une identité et un objectif ne suffisait pas. Après tout, la République a fait inscrire au fronton de ses édifices liberté, égalité, fraternité. Et on sait très bien que la fraternité n'est pas universelle, l'égalité n'est pas universelle, et dans ces temps où la haine flambe, la fraternité n'est pas non plus universelle. Mais imaginez une République qui n'aurait pas comme symbole liberté, égalité, fraternité. Au moins, ça me donne une arme incomparable pour me battre contre la haine, contre des inégalités insupportables et contre d'éventuelles atteintes à la liberté. Donc, je ne veux pas que l'évidence de ce que vous avez dit atténue la portée de cette loi. Cette loi, elle est fondamentale. Elle est un outil extraordinaire pour lutter contre toutes vos insuffisances. Et lutter à travers le discours qui a été le mien. C'est-à-dire, c'est non seulement une tâche, une contrainte subalterne,
il s'agit d'un objectif qui est central et dans la consolidation, la cristallisation d'une société, mais également dans l'établissement de notre République. C'est central. Et donc, essayez de comprendre. Vous ne pouvez pas le repousser. Nous savons, on connaît la vie. On sait que l'argent manque, on sait que les retards peuvent exister. Mais en tout état de cause, reconnaître que ça n'est pas acceptable, que l'on rétrograde dans l'ordre des priorités ce dont la centralité dans un projet républicain et de société a été établie. Voilà comment je peux répondre à vos questions. Je vous ai beaucoup entendu parler de la loi de 2005, mais je ne vous ai pas entendu parler de la loi du 2 janvier 2022. Donc je voulais connaître votre avis au sujet de celle-ci. Merci. Précisez un peu votre question. Oui, je voulais savoir donc, par rapport à cette loi-là qui met l'usager au centre du dispositif social et médico-social aujourd'hui en France, si voilà, j'en ai vu également les limites sur le terrain, notamment par rapport à la recherche du consentement éclairé de la personne sur ses choix, sur les choix qui peuvent se présenter à elle. Et souvent, nous, les accompagnants médico-sociaux, on a souvent ce rôle, on est tenté de choisir à la place d'eux, parce que le consentement éclairé est difficile souvent à obtenir, parce que les déficiences intellectuelles, donc le niveau de compréhension n'est pas toujours celui auquel on s'attend. Donc voilà, je voulais savoir si vous y voyez des limites, s'il y avait des améliorations à cette loi qui pouvaient être envisagées. Plus que des améliorations à la loi, il y a des améliorations à la compréhension de la loi, je crois. Tout d'abord, ces principes généraux, la centralité de l'usager, son autonomie, son consentement éclairé. C'est pas ce qui va éviter, par exemple, la maltraitance quand elle existe dans les EHPAD, pour parler des EHPAD, pas des ESAT, mais il en existe dans des centres pour personnes handicapées aussi. Mais c'est ce qui permet de la criminaliser. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles, quelque argument qui nous soit donné, si jamais on a relevé une maltraitance éventuellement par une forme de tyrannie, la non prise en compte de l'autonomie des personnes, il est clair, c'est une donnée, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable et alors vous n'avez pas du tout à vous expliquer d'aucune manière, vous ne le faites pas. Et il s'agit d'un délit. Voilà. C'est également un élément fondamental, et j'ai tenu ce discours devant des gestionnaires de centres spécialisés pour personnes handicapées, mais ça pourrait être également, je l'ai tenu également devant une grande association, Corian, qui s'occupe d'EHPAD, qui est aussi une activité économique, naturellement. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, souvent on raconte n'importe quoi. Oui, c'est vrai que les réalités gestionnaires, aussi bien pour être président d'université que pour être directeur d'un établissement, d'un ESAT, d'un EHPAD, etc., les réalités gestionnaires sont importantes. Et par conséquent, essayer de faire un travail important pour optimiser la gestion et essayer d'éviter les déséquilibres, c'est important. Mais tous ces efforts ont un but, c'est de pouvoir maintenir dans la durée l'évidence de la centralité de la personne. Et par conséquent, tout ce par quoi ces efforts indispensables pourraient prétendre mettre de côté la centralité de la personne, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable, évidemment, du fait de ces principes tels qu'ils sont reconnus par la loi. Maintenant, pour ce qui est de la difficulté du consentement éclairé dans certaines situations de réalité de l'entendement. Ça, c'est une question, une discussion extrêmement difficile et qui, par exemple, pas m'oppose, mais
voit apparaître chez moi une sensibilité différente de celle de mes amis de la Page, un grand mouvement qui travaille chez les personnes ayant des handicaps cognitifs et psychiques. La Page, et elle a raison sur les principes, comme élément évident de la citoyenneté, n'établit et ne pose aucune limite théorique, par exemple, à ce droit essentiel à la citoyenneté qui se matérialise par le droit de vote. Et moi, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand je vois parfois des personnes dans des EHPAD, c'est fréquent. Comme j'ai été candidat à la députation dans une circonscription particulière, je l'ai vu. Toute une série de personnes à la queue leu derrière un formateur qui leur a sans doute dit ce pourquoi il fallait voter. Je reconnais que ce sont des situations qui sont difficiles et que, incontestablement, l'autonomie des personnes, essentielle, ne peut pas mettre de côté le fait que cette autonomie ne mobilise pas les mêmes capacités d'entendement chez des personnes et chez d'autres. Et en particulier à des personnes dont le niveau d'entendement est extraordinairement bas. Arguer de l'autonomie pour, par exemple, accepter des décisions aléatoires et éventuellement néfastes pour elles de ces personnes serait une malveillance. L'autonomie des personnes, certainement, mais pas au prix d'une malveillance. Moi, j'aurais voulu savoir, professeur, ce que vous pensiez du rapport de l'ONU, qui un peu met la France à l'index pour son institutionnalisation un peu à outrance des personnes handicapées. Et j'aurais aussi, donc du coup, en corollaire, je trouve que les pouvoirs publics s'engouffrent peut-être un peu vite dans la brèche en disant formidable, désinstitutionnalisons tout le monde. Je pense qu'il y a des raisons économiques évidentes à cela, mais autant effectivement c'est quelque chose, je pense, on s'accorde à trouver que c'est vraiment bien, mais à condition que la France soit prête. Je rebondis effectivement qu'on ait des logements qui soient adaptés et non pas simplement adaptés aux normes du PMR, qu'on ait des personnes qui accompagnent, qu'on ait une société bienveillante. Et donc après, comment on gère le passage d'un système à l'autre? J'ai déjà abordé dans ma conférence propos, c'est-à-dire, et à peu près dans les mêmes termes que vous, et avec les mêmes interrogations que vous. C'est-à-dire que chaque fois que la désinstitutionnalisation est possible, c'est-à-dire chaque fois que l'institutionnalisation, en fait, a été exagérée, était évitable, alors sortir les personnes handicapées de l'institution est une amélioration probable de leur situation. Mais pas dans tous les cas, naturellement. Je l'ai dit et je n'ai quelques exemples. Dans certains cas, ça peut être une maltraitance, une malveillance. Et donc, il faut vraiment apprécier les situations. D'une part, apprécier les situations et aussi apprécier les conditions dans lesquelles une personne handicapée, soit qui a été sortie de l'institution, soit qui n'a pas été entrée à l'institution, va réussir à accéder à sa citoyenneté et à participer. Donc, c'est la question, naturellement, de l'accessibilité, c'est la question de la qualité des logements, c'est la question des aidants. La question des aidants est centrale. Il ne faut absolument pas l'aider. Il ne faut pas se défausser de la responsabilité collective de la société sur la générosité des aidants. Donc oui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas prononcé le mot d'ignorance. Et moi, je l'ai vécu personnellement. Je me suis rendu compte que mon ignorance du handicap et dans toutes ses facettes avait une répercussion très forte sur mon comportement. Et qu'à l'inverse, quand j'ai commencé à comprendre
certaines petites facettes de certains handicaps, forcément j'ai réajusté mon comportement. Donc la première réaction qui était la peur, qui était très forte, m'a conduit à une sorte de rejet en fait. Et pourtant je me considère comme une personne ni trop sujette à la peur, ni plutôt va vers les autres. Donc je m'interroge sur la force de ce levier. Je n'ai peut-être pas utilisé exactement le terme d'ignorance, mais j'ai parlé de la chose longuement. Lorsque j'ai indiqué, à propos du regard, lorsque j'ai indiqué que l'un des obstacles était justement la peur et la culpabilité des personnes valides par rapport aux personnes, des personnes valides, des soignants, je l'ai repris dans le problème de l'accès aux soins. Donc, oui, mais d'une certaine façon, la justification majeure d'une conférence telle celle-ci est de diminuer le niveau d'ignorance. Voilà ce que je tente de faire. Je représente ici des parents d'enfants handicapés et je me demande si nous, parents, on doit se battre contre la société ou est-ce qu'on doit essayer néanmoins d'inclure nos enfants dans cette société. Il faut vous battre pour inclure vos enfants dans cette société. Évidemment, vos enfants font partie de la société. La société, comme vos enfants ont plus de difficultés à accéder ensuite à toutes les possibilités, l'éventail des capacités qu'ils auront en grandissant, la société se doit de compenser autant qu'elle le peut ces difficultés. Comme je vous l'ai dit, c'est son devoir. J'ai essayé de vous en convaincre, mais les parents de ces enfants sont encore plus justifiés et plus mobilisés peut-être, encore que plus mobilisés que moi, c'est pas sûr que vous le soyez, mais enfin, au moins aussi mobilisés que moi et plus conscients de la nécessité de faire prendre conscience à la société que tel est son devoir en tant que société. Donc oui, il faut vous battre pour défendre vos enfants et pour les inclure. Il ne s'agit naturellement pas de vous battre pour les considérer comme à part de la société. Ils en font partie. Ils sont la société comme tous les autres. Je travaille sur l'assistance du déplacement chez les personnes avec une déficience intellectuelle. Et je voudrais bien revenir sur l'appellation personne handicapée ou en situation de handicap. En fait, il y a une définition dans le processus de production d'handicap, selon Patrick Fugger-Rodas, qui dit que cette situation, c'est le résultat situationnel de l'interaction entre une personne différente sur le plan corporel ou fonctionnel et un environnement physique ou social spécifique. Je trouve que l'appellation personne handicapée met beaucoup plus l'accent sur les caractéristiques personnelles de la personne et ne considère pas que l'environnement n'est pas certainement adapté à la situation de la personne. Bon, j'ai répondu à ça. Je connais très bien M. Fugger-Rodas, puisqu'il a été membre du comité d'éthique de la FIRA pendant très longtemps, et j'avais cette différence. Quand je mets un qualificatif à une personne, c'est pas vrai que je mets l'accent sur le qualificatif. C'est une des caractéristiques qui est la caractéristique qui explique ma mobilisation. Quand je parle d'une personne handicapée, c'est avant tout une personne. Mais la raison pour laquelle je me mobilise, c'est effectivement que cette personne a une difficulté particulière. Je vous ai dit les critiques que je faisais pour ce qui me concerne, chacun fait comme il veut, hein, mais pour ce qui me concerne, à l'utilisation de la situation de handicap, qui est simplement une illusion, qui laisserait supposer que le handicap est lié uniquement à une situation qui, elle, serait réversible. Ce n'est pas le cas. Toute la caractéristique. D'ailleurs, je suis dans le domaine du handicap et c'était un excellent petit film. Je suis aussi président du prix OCIRP sur le handicap et du prix Handicap International, donc tout plein de choses. Et du prix Handy Livre. Et je ne me rappelle plus dans quel cadre, mais on a primé un jour un très joli petit livre
Ça devait être pour le prix Handy Livre. Un très joli petit livre pour enfants, qui était l'histoire d'un petit garçon, comme tous les autres petits garçons, mais il ne pouvait pas se débarrasser d'une casserole qui était attachée à lui. Et certes, alors, on essayait de déblayer son chemin, de lui faciliter la vie. Mais il n'empêche que dans sa manière de se mouvoir, il traînait la casserole. Eh bien, les personnes handicapées, quoi que l'on fasse, traînent une casserole, voyez-vous. Et ce petit livre-là disait l'essentiel de la situation des personnes handicapées. Vous avez parlé notamment de la malformation du personnel médical, chose que je rencontre beaucoup dans tous les témoignages à travers les personnes handicapées que j'ai pu rencontrer. Et donc, le fait que vous interveniez dans les universités, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que justement le personnel médical est mal formé, alors même que les familles se réfèrent beaucoup à ce dernier? Eh bien, je vais vous dire la vérité, il est mal formé parce qu'il n'a pas été formé. Il n'y a pas de formation spécifique dans les études médicales aux soins à des personnes qui, par ailleurs, sont handicapées. Alors que, sur le plan purement des pratiques, il s'agit d'une situation particulière. On traite du soin à des personnes qui sont des enfants, on appelle ça la pédiatrie. On traite du soin à des personnes qui sont enceintes, on traite du soin à des personnes qui sont âgées, ça on en traite. Mais la particularité du soin à des personnes qui ont différents types de handicap, ça on ne l'apprend pas. Alors comme on ne l'apprend pas, on est mal formé. Donc il faut l'apprendre. Moi je suis aidant suite à un AVC, donc une personne hémiplégique et aphasique. Donc vous imaginez, on se retrouve du jour au lendemain dans le monde du handicap, dans les questions justement de logement adapté, aussi de services d'aide à domicile, de parcours administratif qui finit par nous décourager, et aussi de prise en charge, aussi de situations qui parfois ne sont pas prévues par la loi. Donc j'ai été témoin à la demande de Dominique Gillot au moment de la sortie de son rapport justement sur la reconnaissance des aidants. Je suis un peu les débats qu'il y a eu en ce moment au Parlement. Je trouve que les résultats pour le moment ne sont pas très satisfaisants. Je voulais avoir un peu votre regard justement sur cette prise en compte dans le débat parlementaire justement de cette reconnaissance des aidants, et qu'on voit par exemple qu'on dise de prendre des congés sans solde pour le droit au répit, bon, ça fait un peu sourire. En plus, nous, ce qu'on demande, c'est pas forcément de placer les personnes, c'est justement, vous disiez très bien, d'être aidé. Voilà, je peux vous citer d'autres exemples. Aujourd'hui, par exemple, pour une personne qui n'a pas 65 ans et qui est en situation de handicap, on considère que c'est pas se laver, remettre quelqu'un, on considère que c'est pas faire à manger, remettre quelqu'un, mais par contre, une ménagère n'est pas prévue. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, les élus au niveau du Parlement ne sont pas, en tout cas, à la hauteur des enjeux. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Pas à la hauteur des enjeux, mais au moins on en parle. C'est nouveau. Ce problème était pratiquement absent, par exemple, de la discussion sur la loi de 2005. Et donc aujourd'hui, de manière insuffisante, et on sait très bien pourquoi de manière insuffisante, c'est que la totalité de cela se fait dans des conditions, là pour le coup, en situation de contrainte budgétaire. Et donc, voilà. Mais on en parle, et je crois, par exemple, l'engagement de Dominique Gillot est vraiment incontestable, il est totalement sincère. Et compte tenu des contraintes, j'ai l'impression qu'elle essaye de faire au mieux. Eh ben, il faut pousser, hein, il faut pousser réellement davantage. Il faut arriver à redire qu'il ne s'agit pas d'un problème subalterne. Il me semble encore, sous réserve, que l'exécutif actuel
est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un problème subalterne. Bon, maintenant, c'est un peu au charbon hein, qu'il faut vraiment tout régler. Mais il n'y a pas de méconnaissance du problème. En tout cas, il n'y a pas de... On a beaucoup... Alors, il faut éviter toutes les polémiques. On a énormément polémiqué sur une mesure qui ne concerne pas les aidants, mais c'est votre question qui m'amène à en discuter. Lorsqu'il y a eu un amendement à la loi limitant, tel que c'était présenté, à 10% le nombre de logements neufs adaptés à des personnes handicapées. Donc moi aussi j'ai été choqué, évidemment. J'ai été regardé, c'est pas exactement cela. C'est 10% des logements neufs, indépendamment des personnes qui les habiteront, qui devront être effectivement équipés, et par ailleurs, en tant que de besoin, capacité et plan d'équiper les logements non handicapés. Honnêtement, quand je regarde les besoins et les contraintes budgétaires, il est possible que ce soit un compromis pas mauvais. Ce que je veux, c'est que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès à un logement adapté. Soit dans le lot des 10% de logements qui sont de toute façon adaptés dès la construction, soit alors qu'ils soient immédiatement adaptables. Si on obtient cela, que l'on fasse éventuellement l'économie de ne pas adapter les 80% des logements adaptés qui seront utilisés uniquement par des personnes valides, et pas quelque chose qui me choque profondément. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment juger sur pièce et dans la réalité des situations. On peut aussi considérer que le handicap apporte quelque chose à la société. C'est ma question. Alors j'ai répondu d'entrée de jeu. Je veux dire que les personnes handicapées, le soin que l'on apporte aux personnes handicapées justifie, fonde, cristallise et consolide une société. J'ai dit également que la mobilisation d'une équipe de travail pour aider un collègue non performant individuellement pouvait globalement accroître le niveau de performance de l'équipe. Donc, que ce soit au niveau de la société dans son ensemble, au niveau d'un petit groupe, si, il me semble que j'ai répondu à cela. Je fais partie d'un cercle qui m'avait demandé de faire un discours un peu sur le concept de désirabilité de la vulnérabilité. Et là encore, j'ai toujours, et c'est un élément central de mon livre récent sur l'éthique, j'ai vraiment à cœur d'éviter de m'engouffrer dans les portes ouvertes du bon sentiment. Évidemment, les portes ouvertes du bon sentiment sont toujours les plus confortables et celles dans lesquelles il est le plus facile de s'engouffrer. Mais souvent en pure perte, en réalité. Et dans ce contexte-là, j'essaye d'indiquer dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce que le handicap est désirable en soi? Non. Si je peux, par prévention primaire ou secondaire, éviter que naissent des personnes handicapées, évidemment, je vais essayer de l'éviter. Parce que, vous voyez, ce qu'il y a, c'est un peu comme dans l'appellation des personnes en situation de handicap. Ce qu'il y a de pervers dans la notion de désirabilité du handicap, c'est qu'on en arriverait même à désirer que des personnes naissent handicapées, puisque le handicap serait désirable. Non. Si je puis éviter que des personnes naissent handicapées, ou bien deviennent handicapées par un accident de la vie, je vais l'éviter. Maintenant, je sais très bien que je n'y arriverai pas. Et puisque de toute façon, il y a des personnes qui sont des citoyennes, des citoyens comme les miens, est-ce que la mobilisation pour les aider est désirable? Elle est indispensable parce qu'elle fait la société. Et ce sont deux évidences coexistantes, nullement contradictoires l'une avec l'autre. Vous avez évoqué la question de l'individualisation des évaluations des performances comme obstacle finalement
à l'aide qui peut être apportée à des personnes handicapées. Ici, au LAMI, il y a quelques années, on a conduit une recherche sur la pression temporelle. Et c'est bien connu aussi que la pression temporelle, c'est vraiment un obstacle à l'empathie déjà et à l'aide. J'aimerais avoir votre réaction à ce propos. Merci. Bon, ça dépasse de loin le cadre simplement du handicap. C'est un peu ce que j'avais évoqué dans les théories du management. Il y a 40 ans, après le Fordisme, il y a 40 ans, 35 ans de cela, et au contraire, tout à fait à l'encontre du Fordisme, une théorie du management s'était développée dont on comprend bien les bases intellectuelles. La meilleure manière de faire en sorte qu'un homme, qu'une femme court vite est de faire une course et de le mettre en compétition avec d'autres. Quand il est seul, il n'a pas de raison de courir. S'il y en a d'autres qui courent, eh ben, il va courir plus vite. Et de la même manière, la meilleure manière de faire en sorte que les collaborateurs soient performants, c'est de les mettre en compétition avec les autres collaborateurs. Et sur la base extrêmement simpliste de cette théorie du management, on s'est mis à privilégier un management de l'individualisation et de la pression individuelle du résultat. Ça n'a pas totalement disparu, n'est-ce pas? Mais enfin, ça aboutit à des résultats mitigés, mais aussi à des très grandes catastrophes. Les accidents, plus les drames que l'on a connus à France Télécom, que l'on a connus chez Renault et ailleurs, sont les conséquences de cette stratégie du management. Si bien qu'aujourd'hui, on en est revenu, pour une part, à la notion de la dimension de la performance d'un groupe et de chacun dans le groupe à travers la consolidation de l'esprit de groupe. Et c'est pour ça que, de manière un peu ridicule, on a vu se multiplier les séminaires de socialisation. On emmène les collaborateurs faire du saut à l'élastique d'un viaduc extrêmement élevé, etc., etc. Ben, je vais vous dire, se mobiliser pour aider un collègue handicapé, c'est beaucoup plus efficace encore. Moi, j'aimerais revenir sur la notion de l'inclusion, notamment l'inclusion concernant les élèves, les enfants en situation de handicap mental ou en situation de handicap, disons, social, tout ce qui est 10, autisme, trouble du spectre autistique. On parle beaucoup et on essaye beaucoup de plus en plus de mettre en place de l'inclusion scolaire pour ces élèves-là. Mais je voudrais avoir votre avis sur la limite que peut avoir cette inclusion, notamment parce que certains élèves, on cherche à inclure dans un système type ULIS, CLIS, dans des établissements de milieu ordinaire, peuvent se retrouver en grande difficulté parce que l'accueil, l'encadrement n'est pas suffisamment adapté, par exemple, ou en tout cas pas autant que sur un établissement spécialisé. Et du coup, jusqu'où est-ce qu'on pousse l'inclusion et où sont ses limites pour qu'elle soit toujours bienveillante et bien traitante envers les personnes handicapées? Vous avez raison, mais j'ai évoqué très spécifiquement ça. Et j'ai dit exactement cela. Exactement. C'est-à-dire, à propos de l'école, j'ai indiqué que l'inclusion devait connaître comme limite son impossibilité. Devait mettre comme limite le fait que inclure un enfant, malgré même un dispositif adéquat d'assistance à la vie scolaire, c'était en réalité l'exclure et le mettre en danger, dans un coin d'une classe à la vie de laquelle il ne pouvait participer. Et j'ai indiqué que c'était alors une maltraitance. Donc, tout à fait en phase avec votre propos. Je voulais répondre au président de la PEI concernant la nécessité
d'être en société et sur la nécessité de mener une action écologique auprès de la société. On n'en a pas parlé, une action écologique pour informer la société de cette nécessité d'être en rapport avec le handicap. À mon sens, pour en avoir échangé avec Alain de Broca, on peut faire de l'éthique dès le très jeune âge. Et à mon avis, l'éducation nationale devrait envisager de mettre en place des échanges éthiques avec les enfants. Ça peut se faire presque à la maternelle sur l'importance de comprendre ce qu'est le handicap. Voilà, on n'en a pas trop parlé en fait, parce qu'on parle d'université, mais si on fait ça dès l'enfance, enfin voilà. Alors oui, je suis d'accord, hein. D'autant plus que les enfants sont ambivalents. Il y a à la fois une très grande tolérance et une très grande intolérance parfois des enfants aux petits camarades handicapés. Il y a l'un ou l'autre. Et comme il y a une propension à la tolérance, l'éducation peut faire la différence. Car même quand ils se montrent cruellement intolérants, il y a une capacité à l'empathie et à la tolérance chez les enfants. Par exemple, chez les enfants, il n'y a pas, dans un autre type de handicap, il n'y a pas de propension naturelle à se montrer raciste. Déjà que les enfants en bas âge ne font pas tellement la différence entre les animaux non humains et l'animal humain, alors ils ne font pas de la différence entre les petits camarades suivant qui sont jaunes aux yeux un peu étirés, plutôt bronzés, noirs ou blancs. Tout cela, réellement, s'apprend. Mais ils peuvent être tout à fait naturellement d'une très grande cruauté. Et de ce fait, le discours adapté aux enfants est tout à fait nécessaire. Je suis totalement d'accord. Il faut savoir que, bon, tous les enseignants le savent, il m'est arrivé, bon, je parle plus devant des classes de préparatoire ou des classes de terminale ou à partir de la classe de seconde, mais il m'est arrivé de faire des demi-journées avec des classes mélangées de CM1, CM2. Le niveau de compréhension de ces enfants est tout à fait extraordinaire, en fait. Et ils ont une capacité à la générosité qui est inouïe. Alors, il faut savoir surfer sur cette capacité à la générosité des enfants, et c'est l'un des objectifs de la pédagogie. La pédagogie surfe sur la capacité d'apprendre des enfants, eh bien, surfons aussi sur leur capacité à être généreux. Je voudrais revenir sur la question qu'a posée ma voisine tout à l'heure, sur le rapport de l'ONU qui épingle la France pour son dispositif médico-social et l'avenir de ce dispositif médico-social qui paraît assez compromis. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Écoutez, la France a surtout des retards. Alors, il y a deux éléments. Il y a une période, mais c'était vrai également pour les EHPAD, hein, il y a une période qui est très liée à l'histoire sociale et politique de la France. Il y a une période où, comment dirais-je, une certaine sympathie pour les formes collectives d'expression de la solidarité a été privilégiée et a abouti à peut-être une utilisation excessive de la solution des institutions. On l'a vu depuis les vacances des enfants jusqu'aux maisons de retraite, jusqu'à etc. Aujourd'hui, la conjonction des problèmes économiques et la conjonction d'une meilleure compréhension, on va dire, de la sensibilité psychologique des personnes que l'on pourrait soit mettre, soit ne pas mettre en institution, a amené à privilégier plutôt le système d'aide en réseau qui permet de désinstitutionnaliser. Donc, en effet, la France a une particularité, mais profondément intégrée à cette histoire-là, qui n'est pas forcément négative. Par ailleurs, elle a des retards, pour des raisons qui sont à cette fois-ci des raisons budgétaires et économiques.
Elle a incontestablement des retards. La France est championne du monde dans les prélèvements obligatoires. Elle n'est pas championne du monde dans l'utilisation optimale de ces prélèvements obligatoires. Et par conséquent, il s'ensuit des insuffisances dans des actions qui seraient sans cela prioritaires. Je voudrais remercier à nouveau le professeur Axel Kahn. Je pense que ça va être difficile l'année prochaine d'avoir une introduction à la semaine du handicap de cette qualité. Alors merci encore. Merci à tout le monde.